Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Avant de commencer cet épisode, juste une petite parenthèse, un petit disclaimer. J'ai écouté comme vous la conférence qui a été donnée par l'ESO donc de présentation de cette fameuse photo du trou noir Sagittarius à étoile au centre de notre Voie lactée. J'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le réseau Event Horizon Telescope et le principe d'interférométrie par longue base. Néanmoins, il y a une information que je n'ai pas réussi à trouver de façon claire sur Internet, à savoir quelle est réellement la nature du signal qui est photographié par chacun des instruments. Après en avoir discuté avec quelques amis, nous en sommes aboutis à la conclusion évidente qu'il n'est pas possible que chaque télescope vienne capturer une image, on va dire au format XY et en plus de ça format vidéo, donc comme le ferait finalement une caméra vidéo. Nous sommes avec des radiotélescopes en toute logique. Un radiotélescope, c'est normalement une antenne. Et la capacité de pointage ne nous semble pas voilà, assez précise par rapport au pouvoir de résolution qu'on cherche à obtenir de notre image. Mais surtout le débit de données nous a été indiqué lors de la conférence, donc 61 gigabits par seconde. Et au regard du flot de données à capturer de 230 à 299 GHz, on en vient à la compréhension qu'il s'agit finalement d'un signal à une seule dimension, à l'exception donc du temps, donc en fait comme une onde sonore. Donc je suis parti de cette hypothèse en faisant cet épisode. J'ai peu de chances de me tromper, mais je préfère vous le dire avant. Si l'un d'entre vous a des informations qui viendraient corriger, bémoliser, etc., ce que j'explique dans cet épisode, surtout qu'ils me le disent. Si jamais la petite mention, il est suffisant de la mettre en évidence dans les commentaires, je laisserai ainsi, sinon je bloquerai la diffusion de l'épisode et je publierai une édition corrigée rapidement. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est pas évident de sortir comme ça à chaud avec des informations parcellaires, les informations nécessaires. Voilà, par rapport à un événement et puis surtout par rapport à quelque chose de technique aussi complexe. Mais j'espère ne pas m'être trompé et j'espère surtout que cet épisode va vous plaire. Donc voilà, une fois qu'on aura la confirmation que j'ai pas dit de bêtises, en fait je supprimerai carrément ce disclaimer. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Ce 12 mai 2022, 3 ans après la présentation de la photo du trou noir donc de la galaxie Virgo A M87 étoile, les équipes de l'Event Horizon Telescope, cette association donc de plusieurs radiotélescopes autour du monde, vient de révéler les photos, puisqu'il s'agit de 4 photos, du trou noir Sagittarius A étoile qui se trouve au centre de notre Voie lactée. Il est un peu plus que 1000 fois plus petit que le trou noir donc M87 étoile, mais beaucoup plus proche, et globalement les deux photos sont très similaires. Néanmoins, en fait, il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette photo. Déjà, avant la publication de cette photo, la seule chose que l'on savait de ce trou noir situé au centre de notre galaxie était simplement la danse des différentes étoiles autour de ce point virtuel dont on comprenait qu'il y avait la présence d'une très très grande masse et donc d'un trou noir. Donc c'est une confirmation bien évidemment intéressante. Dans cet épisode, je vais vous proposer donc de voir ensemble eh bien, pourquoi est-ce qu'on en est venu à devoir mettre en place une opération aussi complexe que l'Event Horizon Telescope, comment il fonctionne, comment
Au final, on arrive à obtenir ces 4 images de ce trou noir et ce que ce trou noir, ce que ces photos nous permettent de comprendre d'un trou noir et même de la relativité générale d'Einstein. Alors, ce sont des mots un petit peu compliqués, ne vous inquiétez pas, on va vulgariser tout ça, je vais vous prendre des exemples aussi un petit peu de la vie courante pour mieux comprendre, et vous allez voir, dans 20-25 minutes, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Astro si vous la découvrez, une chaîne consacrée plutôt à la pratique de l'astronomie amateur, mais quand il y a des choses qui sont relatives voilà, à la découverte de l'univers et aux avancées technologiques, c'est quand même intéressant de s'y pencher. Allez, Sagittarius A étoile, le trou noir de notre Voie lactée enfin révélé, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. En ce jeudi 12 mai 2022, les équipes de l'Event Horizon Telescope viennent de révéler une photo assez extraordinaire de Sagittarius A étoile, le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie. Jusqu'à encore il y a peu de temps, finalement, la seule connaissance que nous avions de ce trou noir était cette succession d'images, ce film nous montrant la danse des étoiles autour d'un point où l'on comprenait qu'il y avait une masse suffisamment importante pour en dévier la trajectoire et faire atteindre à ces étoiles des vitesses absolument énormes qui sont de quelques centièmes, je crois, de la vitesse de la lumière. Donc on comprenait qu'il y avait une masse absolument colossale et on comprenait qu'il y avait donc un trou noir au centre de notre galaxie. Pour pouvoir aller encore plus loin dans les observations, eh bien, il faut trouver une autre technologie. Il n'est plus possible, avec un télescope optique, de pouvoir observer quelque chose d'aussi petit qu'un trou noir et d'aussi peu lumineux que ce trou noir. Les télescopes aujourd'hui les plus grands du monde, les télescopes de Keck, 10 mètres chacun et 2 télescopes ensemble par interférométrie, ou le Very Large Telescope, 4 x 8 mètres de diamètre, là aussi par interférométrie, ou les futurs télescopes comme le 30 mètres et le 39 mètres qui sont en cours de construction, ne permettront pas plus de pouvoir révéler le trou noir au centre de notre galaxie. En fait, le seul moyen, c'est d'avoir un télescope d'un diamètre bien plus important. Pour ce faire, là où on utilisait un principe d'interférométrie optique entre des télescopes optiques qui consistait à ce que plusieurs télescopes soient braqués sur la même cible et ensuite des jeux de miroirs pour compenser le fait que ces deux télescopes sont en décalage par rapport à l'arrivée de la lumière, eh bien il va falloir travailler autrement. Là, en fait, le pouvoir séparateur d'un instrument, c'est-à-dire sa capacité à distinguer des fins détails et donc à observer quelque chose de tout petit en taille apparente, dépend de deux choses. Il dépend de la longueur d'onde dans laquelle on va observer et il dépend aussi du diamètre de l'instrument. Cette petite lunette, par exemple, ne fait qu'un diamètre de 61 mm de diamètre. Mais en revanche, quand j'utilise par exemple mon filtre calcium pour observer le soleil, eh bien j'obtiens des détails absolument superbes, tout simplement parce que je travaille avec une longueur d'onde plus courte. Il n'est malheureusement pas possible de faire un télescope de très grand diamètre apte à observer dans les longueurs d'onde très courtes. Pour quelle raison? Tout simplement parce que quand on va commencer à travailler dans l'ultraviolet et encore au-delà, eh bien, notre atmosphère est opaque. Il n'est donc pas possible d'améliorer le pouvoir séparateur d'un télescope terrestre en travaillant sur une longueur d'onde plus courte. Il n'est pas non plus possible de faire un télescope de dimension géante dans l'espace pour pouvoir observer dans le domaine de l'ultraviolet, par exemple, ou des longueurs d'onde encore plus courtes. Aujourd'hui, les technologies ne le permettent pas. Il faut donc travailler avec un télescope géant, mais vraiment énorme. Et l'objectif, c'est de faire un télescope du diamètre de la Terre. Le Event Horizon Telescope est cet objectif-là. Il consiste à utiliser des radiotélescopes, je vais vous expliquer pourquoi, répartis en différents points du globe, et on va faire donc de l'interférométrie. Cette fois, ce ne sera pas de l'interférométrie optique, ce sera de l'interférométrie de très longue base, et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Le principe de l'interférométrie, c'est le principe des fentes de Young, c'est-à-dire d'avoir un même front d'onde. Imaginez un peu comme une piscine à vagues qui arrive dans deux petites fentes. Et ensuite, il va y avoir deux nouveaux fronts d'onde qui vont partir de ces deux petites fentes, qui auront une cohérence par rapport à ce qu'ils viennent de recevoir, bien évidemment.
et qui vont s'entrecroiser, ça va faire ce qu'on appelle des franges d'interférence. Là-dessus, eh bien, on va faire comme un télescope virtuel énorme. Le pouvoir séparateur d'un instrument procède du fait que devant un grand diamètre, eh bien, la lumière va arriver et c'est l'ensemble du front d'onde qui va nous permettre de constituer une image précise. C'est l'image qui aura donc été captée par l'ensemble de la surface de ce télescope. Mais il est possible de faire l'expérience justement des fentes de Young en ayant un réseau de plein de petits télescopes. Et c'est le principe de l'interférométrie. Nous allons donc avoir plein de petits télescopes qui vont être placés en différents points du globe et chacun va capter l'arrivée d'une onde. En fait, cette onde est une portion d'une onde plus globale qui est en train d'arriver sur la Terre et c'est ça qu'on va vouloir analyser. Pour ce faire, bien évidemment, on ne va pas pouvoir les recombiner de façon optique. 10 000 km de diamètre, c'est beaucoup trop loin et on ne peut pas les envoyer par Internet non plus en temps réel parce qu'il y a trop de débit. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de stocker ces données dans des disques durs. Et là, la quantité de données va dépendre de la longueur d'onde sur laquelle on va observer. En fait, plus la longueur d'onde sera courte, plus la fréquence sera élevée, plus le volume de données sera élevé. Donc on va travailler en fait dans les ondes radio et en l'occurrence dans le domaine millimétrique. Alors, dans la conférence, ils n'étaient pas très clairs savoir si c'était 1 ou 1,3 mm donc de longueur d'onde, mais ça nous donne en fait un signal d'une période de 230 à 299 GHz et il va falloir capturer ce signal. En fait, chacun des télescopes de notre Event Horizon Telescope va être finalement comme une oreille qui va capturer, nos oreilles sont capables de capturer une onde sonore, ça va être ce même principe. On va donc capturer le signal radio qui arrive dans cette antenne et on va l'enregistrer. Mais 299 GHz, ça fait une quantité de données énorme, surtout qu'il va falloir pas la coder sur un seul bit, mais quand même un signal qui va avoir un petit peu plus d'intelligence. Si vous prenez un compact disque pour stocker la musique, vous allez stocker 2 voix, comme si vous aviez 2 télescopes, avec une fréquence de 44 100 Hz et sur 8 bits chacun, ou 16 bits, je crois que c'est peut-être 16 bits, enfin bref. Donc vous allez avoir un certain nombre de données qui vont être capturées et sur un compact disque, vous avez ce qu'on appelle des fichiers WAV. Un fichier WAV est donc un fichier finalement non compressé et chaque échantillon est le moment de l'état de l'onde, savoir si voilà, il est positif, il est négatif, etc., son intensité à un instant T donné. Il va donc falloir horodater ces 2 phénomènes. La raison d'ailleurs, si on pousse la comparaison par rapport à nos 2 oreilles, eh bien c'est la raison pour laquelle vous arrivez très bien à identifier la provenance d'un signal aigu à droite, à gauche ou devant vous, et beaucoup plus difficilement un signal grave. Pour quelle raison? Tout simplement pour une question de fréquence. Un signal aigu à une fréquence plus élevée, vos 2 oreilles sont capables de percevoir le déphasage. L'onde de son est arrivée d'abord sur l'oreille droite, ensuite sur l'oreille gauche. Notre cerveau est capable d'analyser ça, c'est quand même assez extraordinaire, et dire ça vient de là. Eh bien, ça va être un peu le même principe. On va donc capturer le signal sur chacun des télescopes de l'Event Horizon et les stocker sur des disques durs. Bien évidemment, il n'est pas possible de pouvoir stocker autant de données aussi rapidement sur des disques durs avec les technologies actuelles. Alors pour ce faire, on va devoir compresser le signal et on va appliquer, je vous le donne en mille, et c'est pas une blague, eh ben on va les compresser en MP3, ou quasiment. En fait, on va faire ce qu'on appelle une transformée de Fourier et les MP3 fonctionnent comme ça. Les AAC fonctionnent comme ça. Les fichiers audio que vous avez dans votre smartphone, même le fichier audio de la vidéo que vous êtes en train d'écouter fonctionne sur ce principe. En fait, on va prendre un certain nombre d'échantillons de notre signal et on va faire une transformée de Fourier pour les transformer en fréquences. Et on va stocker l'information de dire, voilà, sur telle fréquence, on a telle quantité de signal, etc. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir réduire le volume de données. En conséquence, il n'est nécessaire simplement que d'enregistrer 61 gigabits de données par seconde pour chacun des télescopes de l'Event Horizon. Et au final,
avec 5 sections d'observation et des télescopes répartis partout à travers le monde, eh bien, ce sera 6000 téraoctets de données qui seront nécessaires et qui auront été collectées au fur et à mesure de ces différentes campagnes d'observation. Soyons honnêtes, avec mes 22 téraoctets de données sur mes disques durs, je suis un petit joueur. Voilà. Alors, ce Event Horizon Telescope, il est constitué de télescopes un peu partout. On en a en Europe, aux États-Unis, etc. Alors, je vais vous montrer quand même des photos, ça mérite d'être vu. En Allemagne, vous avez le Effelsberg Observatory. En France, vous avez le Northern Extended Millimeter Array de l'Institut de radioastronomie millimétrique. Il possède également le radiotélescope Pico Veleta de 30 mètres, donc en Espagne. Vous avez aussi le Centro Astronómico de Yebes en Espagne également. Aux États-Unis, en Virginie de l'Ouest, vous avez le Robert Greenbank Telescope. Vous avez le réseau Very Long Baseline Array qui contient déjà 10 télescopes qui sont répartis à travers le monde, alors au Chili, aux États-Unis, à Hawaï, etc. Et il est basé donc aux États-Unis. En Arizona, vous avez le Radio Observatory, le Heinrich Hertz Submillimeter Telescope Observatory. Au Mexique, vous avez le Large Millimeter Telescope. Vous avez au Chili le Atacama Large Millimeter Array et le Atacama Pathfinder Experiment. En Antarctique, vous avez le South Pole Telescope. Je salue quand même les astronomes qui sont là-bas pour le gérer quand même, parce qu'il ne doit pas faire chaud tous les jours. Vous avez à Hawaï, alors ceux-là, ils ont plus de chance. Si tu es muté là-bas, tu as du bol. Vous avez le télescope James Clerk Maxwell et vous avez le Submillimeter Array. Voilà, tous ces télescopes sont donc combinés à travers Event Horizon Telescope, ce projet international. Donc en définitif, ce Event Horizon Telescope nous permet d'obtenir des images d'une finesse absolument incroyable. En fait, pour qualifier ça, on parle de pouvoir séparateur, c'est-à-dire la capacité à distinguer des fins détails. L'Event Horizon Telescope a un pouvoir séparateur de 25 microsecondes d'arc. Alors ça ne vous dit pas grand-chose comme ça. Ce télescope de 300 mm, donc qui nous a servi pour notre petit exemple, a un pouvoir séparateur de 0,4 secondes d'arc. C'est déjà pas mal. Songez que le diamètre apparent d'une planète comme Jupiter est de l'ordre de 30 secondes d'arc. Une seconde d'arc, c'est un 3600e de degré. La Lune fait donc elle-même un demi-degré, c'est-à-dire 30 minutes d'arc, à multiplier donc par 60, ça fait 1800 secondes d'arc. Donc là, on est à 25 microsecondes d'arc. C'est juste colossal. C'est la raison pour laquelle effectivement les télescopes optiques ne peuvent pas obtenir une telle image, une telle résolution en dehors donc de ces questions de traverser les poussières et de ces questions de longueur d'onde par rapport à traverser aussi notre atmosphère. C'est juste hallucinant. Pour se rendre compte un petit peu de ça, la Lune fait un demi-degré devant notre œil, on arrive à distinguer quelques petits détails, mais globalement, voilà, l'œil est capable de distinguer un détail, je crois, de l'ordre de 300 km, je crois, sur la surface de la Lune. C'est pas extraordinaire. L'Event Horizon Telescope est carrément capable d'observer un donut sur la surface de la Lune. Alors bien évidemment, il faut que celui-ci soit en train d'émettre donc dans des ondes radio pour pouvoir être capté donc par l'Event Horizon Telescope. Et donc on a de la chance, le disque d'accrétion autour de notre trou noir, parce que cette matière est élevée à des températures absolument colossales, émet dans le domaine des ondes radio et donc peut être capturé. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle avec l'Event Horizon Telescope, je ne crois pas qu'on s'amuse trop à essayer de photographier proprement dit les restes par exemple d'Apollo sur la surface de la Lune, puisque ça n'émet pas spécialement en ondes radio. Voilà pour la petite précision. Avec 5 sessions d'observation, 6000 téraoctets de données, eh bien, il va falloir faire un traitement absolument colossal. Ce traitement est réalisé par des supercalculateurs parmi les plus puissants au monde, et c'est ce qu'on appelle des corrélateurs. Ils vont générer au final 10 millions d'images. C'est juste monstrueux. Et on va s'apercevoir que ces 10 millions d'images ne sont pas toutes identiques, on ne peut pas les stacker, les empiler comme ça pour former une image finale de notre trou noir.
En fait, il y a une raison très simple à cela, et là, c'est une situation nouvelle par rapport donc à M87 étoile, le trou noir qui a été présenté il y a 3 ans et qui se situe dans la galaxie de la Vierge. La situation est que le trou noir M87 est beaucoup plus massif que Sagittarius A étoile, mais beaucoup plus. Je vais vous donner un petit peu les chiffres, vous allez comprendre un petit peu l'histoire. M87 étoile fait 6,5 milliards de masse solaire. Son diamètre est de 38 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 3 fois l'orbite de Pluton. Et il est situé à 53 millions d'années-lumière. Sagittarius A étoile est beaucoup plus petit, il fait 4,1 millions de soleils. Donc en fait, il est 1000 fois, plus que 1000 fois plus petit. Il fait 60 millions de kilomètres de diamètre. À titre de comparaison, l'orbite de Mercure fait 92 millions de kilomètres. Vous voyez? Donc en fait, le diamètre de Sagittarius A étoile est beaucoup plus petit que celui donc de M87. Et la distance par contre est de 26 000 années-lumière, c'est la raison pour laquelle finalement le diamètre apparent est à peu près le même. Et là il va falloir comprendre un truc, c'est comprendre un petit peu comment fonctionne un trou noir. En fait un trou noir c'est simplement un lieu dans l'espace où la gravité est beaucoup plus élevée que la normale. C'est hyper massif. Et la gravité est telle, comme la gravité eh bien, a même une influence sur la lumière, et il se trouve que vous avez ce qu'on appelle l'horizon des événements, qui n'est pas véritablement matériel, mais qui est cette distance par rapport au centre de la singularité du trou noir, à laquelle quand vous êtes en orbite, vous êtes déjà à la vitesse de la lumière. Donc en fait, la lumière ne peut même pas s'échapper d'un trou noir. À partir du moment où cette lumière se trouve au lieu de l'horizon des événements, elle n'en sortira plus. Ce que l'on peut observer quand on observe un trou noir, c'est l'accrétion qui se trouve autour de ce trou noir, de cette matière qu'il va avaler. En fait, le trou noir peut avaler de la matière, peut avaler de la lumière, mais en fait, il n'y a rien qui n'en sort. À la seule exception des ondes gravitationnelles d'une façon un petit peu particulière, mais voilà. Et donc ce qu'on va observer en fait, c'est le disque d'accrétion qui tourne autour de ce trou noir. Et si vous comprenez que le diamètre du trou noir est beaucoup plus petit que Sagittarius A étoile, et que quand vous faites le tour à un peu moins que la vitesse de la lumière, vous faites X tours par seconde. Et plus le diamètre est petit, plus ce nombre de tours sera élevé. Alors, et donc on avait avec M87 étoile finalement une période de rotation qui était relativement lente, elle devient beaucoup plus rapide avec Sagittarius A étoile, et donc chacune des photos qui aura été faite, eh ben, elles ne sont pas identiques les unes entre elles. Donc ces 10 millions de photos ont été combinées en 4 groupes, qui nous montrent un aspect un petit peu variable de ce qui était en train de tourner autour de notre trou noir. Et les astronomes, pour pouvoir comprendre ça et affiner les corrélateurs qui vont compenser le déphasage donc des signaux reçus par chacun des télescopes, parce qu'en plus de ça, ce déphasage varie avec la rotation de la Terre. Ouais, ça commence à devenir beaucoup plus complexe. Et bien là, en toute logique, il y aura eu un jeu entre des simulations mathématiques, des observations, affiner les réglages des corrélateurs, réobtenir une image, affiner les modèles mathématiques et les simulations, etc. etc. C'est pour ça que ça a pris très longtemps. La grosse difficulté également, c'est que notre trou noir se situe quand même dans une zone très dense de notre galaxie. Globalement, il y a pas mal de poussière devant, etc. Et il aura fallu aussi arriver à bien isoler correctement le signal que l'on est en train d'observer. Alors du coup, effectivement, avec un signal qui bouge beaucoup plus vite que ce que vous essayez de photographier, c'est un peu comme si vous essayiez de photographier une planète, mais avec une pause de 1 seconde sur votre appareil photo numérique, sur votre télescope. Vous voyez bien que l'image sera très vite floue, alors que
quand on fait des captures à très haute vitesse, on arrive à passer outre la turbulence. Alors là, c'est pas vraiment la turbulence qu'on cherche à passer outre, c'est en fait un objet qui est en train de tourner à toute vitesse. Voilà. Donc c'est un peu ce phénomène-là, donc il est normal que l'image soit quand même un petit peu floue. Néanmoins, je me suis amusé à faire un truc, c'est qu'en regardant les images, quand même, on a 3 qui sont majoritaires et qui montrent vraiment 3 points vraiment de spot de présence de matière. Et donc, en fait, on peut réaliser une petite animation, ça vaut ce que ça vaut, avec le poids relatif de chacune des photos, et donc ça montre une espèce de pseudo-rotation de cette matière autour de notre trou noir. C'est quand même assez amusant. Alors, qu'est-ce que cette observation nous a permis de comprendre? Déjà, elle nous permet de confirmer qu'il y a vraiment bien un trou noir, et pas un objet d'une autre nature, au centre de notre galaxie. Ça nous permet également de confirmer notre estimation de la masse de notre trou noir. On a constaté également qu'un pôle, finalement, par rapport à cette rotation de matière que l'on observe, qu'un pôle est plutôt globalement orienté vers nous. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Quand on avait observé M87 étoiles, en fait, on voyait une zone plus lumineuse que l'autre. Elle correspondait en fait à des jeux d'effets Doppler. Là, c'est pas ce phénomène qui est en train d'apparaître, parce que si on a un pôle qui est envers nous, en fait, la matière, elle est en train de tourner comme ça. Et donc en fait c'est la matière qu'on voit tourner, et c'est pas un effet de Doppler qui est en train de se passer. Alors on a une assez bonne idée de la vitesse de ces gaz, par contre ils n'ont pas donné le chiffre. Et par contre ce qu'on cherche à essayer d'observer mais qu'on n'a pas observé, c'est cette espèce de jet de matière qu'on a pu observer sur M87 étoiles, qui se situe au pôle de cette masse en rotation. Sur Sagittarius A étoile, on n'a pas encore réussi à l'observer, mais on pressent qu'il y a quand même quelque chose un petit peu. Rappelons quand même que Sagittarius A étoile est 10 000 fois plus petit que M87 étoile, et donc en conséquence, il y a forcément beaucoup moins de matière qui se retrouve captée finalement par ce trou noir. Alors pourquoi ces photos sont intéressantes? Ces photos sont très intéressantes et elles sont très similaires parce que ça nous permet de confirmer que même sur un trou noir, alors les deux sont des trous noirs ultramassifs, mais il y a quand même un rapport de plus que 1 pour 1000 entre les deux, et en fait ça nous permet de confirmer que la gravitation et que la loi de la relativité générale d'Einstein opèrent de la même façon. Donc ça nous permet de comprendre que notre supposition, notre théorie et notre compréhension mathématique de cette loi fondamentale de l'univers est a priori quand même très juste. Donc ça c'est quand même une très bonne information, parce qu'il faut bien comprendre qu'au voisinage d'un trou noir, si jamais il y avait une erreur dans nos formules mathématiques, on observerait quelque chose qui serait radicalement différent de nos simulations. Or c'est pas le cas. Alors au futur, quels sont les projets futurs du Event Horizon Telescope? Déjà, c'est de mettre aussi en évidence les lignes de champ magnétique. C'était une photo qui était apparue un peu plus tardivement à propos de M87 étoiles. Il faut bien comprendre qu'il y a des manifestations magnétiques absolument colossales autour de ce trou noir. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut essayer de mettre en évidence. On veut essayer de mettre en évidence effectivement ce jet de matière, parce que les modèles mathématiques nous disent qu'on va avoir quelque chose. Donc pour ça, il va falloir améliorer encore la sensibilité de chacun des radiotélescopes et rajouter des radiotélescopes au réseau. Il y a un radiotélescope qui va bientôt être mis en service en Afrique du Sud, et il y en aura sans doute d'autres à travers le monde. D'autres trous noirs sont d'ores et déjà en cours d'études et de prise de vue par le Event Horizon Telescope. Mais vous comprenez que le volume de données à capturer et ensuite à analyser est absolument colossal. C'est pour ça que ça met quand même quelques années à sortir. Donc voilà, pour vous donner un peu une compréhension globale de ce qui a été présenté comme image hier. Il y aurait encore sans doute beaucoup de choses à dire, et vous allez pouvoir trouver des articles dans la presse spécialisée dans les semaines à venir. Gageons par exemple Ciel et Espace ou autres, que vous allez trouver des articles intéressants. Moi je voudrais simplement dire et rappeler qu'on vit quand même une époque formidable, de pouvoir accéder facilement à l'information. Dans les années 80, il n'y avait pas internet,
Voilà, tu voulais savoir où se trouvait un astéroïde géocroiseur, tu ne pouvais pas avoir l'information en temps réel. Aujourd'hui, on a ces informations en temps réel, on a ces photos en temps réel diffusées à travers le monde, on a des technologies qui permettent d'améliorer encore la façon de faire de l'astronomie. L'interférométrie de longue base, c'est quand même relativement récent. On a la détection d'ondes gravitationnelles, on a etc. 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 Et c'est des pans entiers nouveaux de l'astronomie qui sont en train de se déployer sous nos yeux et c'est absolument formidable. Voilà, donc c'était un peu une bulle parenthèse par rapport à ma chaîne YouTube, puisque sur la chaîne Astro, c'est plutôt une chaîne consacrée à la pratique de l'astronomie amateur, mais c'est important, je pense, de s'arrêter pour parler d'un événement aussi majeur que la photo absolument extraordinaire d'un trou noir. Et donc c'était l'objet de cet épisode. Donc si vous êtes intéressé par pratiquer l'astronomie amateur, acheter un télescope, voilà, le choisir, apprendre à l'utiliser, faire des photos de la Lune, des planètes, du ciel profond, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Astro. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cet épisode et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.